Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode Les experts qui dérangent de Les Dérangeants. Aujourd'hui, je suis extrêmement excité de m'entretenir avec David Proulx. On a souvent eu des échanges, moi et lui, sur l'intelligence artificielle, définitivement un des sujets de l'heure. Moi, la première fois que j'ai vu David, il était en conférence. Et je me rappelle, Ariane, ma vice-présidente People chez Connect & Go, continue de m'en parler, comment elle avait été surprise. David faisait des statements comme « j'aime mieux gérer des robots que des humains ». Et qui a une opinion quand même assez dérangeante sur l'intelligence artificielle. Mais ce que j'aime, je pense que ça a été une des discussions que j'ai apprécié le plus avec David, c'est l'aspect pragmatique derrière l'IA. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont dépensé $1 million pour développer de l'intelligence artificielle et réaliser à la fin que j'étais capable de le faire pour 25 000 $ probablement avec des outils qui existaient déjà. Donc, je suis embarqué un petit peu, malheureusement, comme entrepreneur dans cette mode-là, si on peut le dire, de développer sa propre intelligence artificielle, la course contre l'intelligence artificielle, qu'on voit beaucoup dans la technologie. Puis aujourd'hui, il s'est passé plein de choses en IA dans la dernière année. Le nombre d'outils qui sortent, le nombre d'annonces, le nombre d'investissements, on parle de milliards et de milliards et de milliards. Donc, on a décidé avec David de vous faire un petit peu une rétrospective de 2024. Je pense que David est très bien placé parce qu'il passe énormément de son temps à surveiller qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'est passé. Puis un petit peu aussi avoir la perspective de David sur 2025. Est-ce que vraiment 2025 va être l'année de l'IA? Ou 2024 était l'année de l'IA, on le sait pas. Ça va très, très vite. On a l'impression que c'est un train qui ne veut plus s'arrêter. Alors, super content d'être avec toi ce matin, David. Salut Dominique, toujours le fun. Merci de m'avoir invité. À chaque fois que tu es là, je me dis, t'es peut-être un IA. Ça, ce sera un jour, j'aimerais ça que tu décides de nous faire un épisode où tu es en arrière de moi, puis t'apparais, tu sais, puis tu dis non, tout ça. Mais samedi, je reçois un avatar entraîné par des Chinois. Fait que j'ai un meeting avec eux autres samedi matin où ce que je vais avoir, au lieu que ce soit ma caméra, ça va être un avatar de moi. Je vais pouvoir être n'importe où, habillé n'importe comment. Puis je vais parler, ça va bouger mes lèvres en temps réel. Puis je vais toujours avoir l'air à mon bureau, à mon poste. Ouais, puis peut-être un outil, je sais pas si tu l'as utilisé pour faire un peu de fil sur ce qu'on est en train de discuter. Moi, j'ai utilisé un outil qui réussissait à faire un podcast avec un contenu. Donc, on est en train de travailler sur une transaction dans l'entreprise, puis j'ai envoyé, en fait, un peu le pitch deck de la transaction, la thèse de la transaction. J'ai dit, organise-moi un podcast. Et c'était hallucinant comment les deux personnes débattaient dans un podcast sur ma propre transaction et me faisaient même réfléchir à pourquoi c'était bon, pourquoi c'était pas bon. Je pense que réellement, on voit à quel point l'IA est partout. Ça, c'est un notebook LM par Google. T'as-tu vu ce que quelqu'un avait fait avec juste mettre le mot caca ou pet pendant 8 pages? Non, je l'ai pas vu celle-là. Okay, donc, il y a juste, c'est excellent. Blague de mes enfants, fait que c'est peut-être pour ça que je suis pas allé. donc, tu sais, l'Internet étant ce qu'elle est, tu sais, donc, il y a quelqu'un qui a juste pris 8 pages avec juste le mot poop ou fart pendant 8 pages. Il a shooté ça à Notebook LM, puis super de belles discussions sur ça. Tu sais, vraiment, genre, niveau de qualité Radio-Canadien, là, d'émission du matin. Là. Ça va inquiéter les gens. Je veux pas dire que Radio-Canada, c'est du poop ou du caca, là, c'est pas ça que je veux dire. Pas tout à fait. Ce que je veux vraiment dire, c'est comme le niveau d'échange, d'interaction et tout, c'est carrément là parce que du contenu boilerplate, dumb down avec quelques questions pour faire réfléchir, ben c'est ce que l'Occident offre aux auditeurs radiophoniques depuis 20 ans. Donc, on a tout le contenu nécessaire pour entraîner un modèle là-dessus puis livrer ce niveau de qualité-là. Donc, on sera capable un jour d'utiliser l'IA pour reproduire Paul Arcand. Moi, je m'ennuie un peu de Paul Arcand au 98.5 qui était justement très bon pour ses questions pointues. On retrouve pas ça aujourd'hui. Ah, écoute, peut-être qu'un IA bientôt sera le nouveau. Moi, je voudrais faire c'est un Jean-Luc Mongrain des années 90 qui pète sa coche. Ça serait délicieux. Ça, effectivement. Alors, David, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année si on part de janvier, fait qu'on arrive là en fin d'année? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'IA? Parce que j'ai l'impression que ça a été un feu roulant, qu'il y a eu des annonces à gauche, à droite, plusieurs outils. Évidemment, on entend beaucoup parler de OpenAI, mais dernièrement, je disais le mot Claude à quelqu'un, puis il me disait de qui tu parles. Fait qu'il y a aussi d'autres outils d'IA que les gens oublient. Veux-tu nous faire une petite rétrospective? On a à peu près 30 minutes ensemble pour que les auditeurs soient capables de mieux comprendre. Il se passe quoi en ce moment dans l'écosystème?
OK, ben je vais te faire une rétro, puis je vais par ordre d'importance, là. Donc, quand c'est qu'on aura plus de temps, on aura plus de temps, puis c'est tout, là. Mais d'après moi, j'ai plus de contenu que de temps qu'on a, là. La chose la plus importante, selon moi, qui s'est passée en 2024, c'est l'augmentation de l'intelligence des modèles. Puis tu sais, l'intelligence des humains, on la mesure en QI. Donc, tu sais, on est capable de faire des tests de QI au modèle. C'est un peu sketchy, puis les puristes vont dire non, tu peux pas faire ça, blablabla, mais je veux dire, tu pognes un agent, tu lui fais faire un test de QI, puis tu regardes le score qu'il a. Tu sais. Donc, en mars 2023, le modèle le plus intelligent, c'était ChatGPT-4 avec un QI de 86. Un an plus tard, en mars 2024, Claude 3.5 Sonnet scorait à 101. C'est juste à dire que l'humain moyen, c'est 100. Et puis, ChatGPT O1, selon certains tests qui sont débattables, score à 120. Ça commence à être de la nuance. Donc, si la définition de l'AGI, c'est une intelligence artificielle qui est autant intelligente que la moyenne des humains, ben on est rendu. Le bout qui nous manque pour que ce soit vraiment comparable à un humain, c'est sa capacité de planifier. Donc, tu peux poser une question à O1 pour un PhD, puis il va te répondre comme un PhD, puis ça va être sa coche, sur la coche, pardon. Mais si tu lui demandes de raisonner, il va raisonner l'équivalent d'un ado à peu près. Donc, il y a ce bout-là, tu sais. Puis, moi, je travaille, tu sais, maintenant, le gros de mon occupation, c'est dans une start-up américaine à Washington, ici, dans le domaine de la psychiatrie. Puis, tu sais, Montréal, c'est vrai qu'on a un hub d'AI, puis c'est vrai qu'on est reconnu et tout. Puis, je leur fais toujours la joke parce qu'ils me demandent pourquoi il y a ce thinking-là à Montréal. Je dis, ben, c'est parce que dès qu'on a découvert qu'on était capable de faire des modèles plus intelligents que Justin Trudeau, on a dit, we need to scale up that thing. Ça, je trouve pas que le défi était si grand, mais on tombera pas dans des débats politiques. Non, c'est ça. Mais ça a été réglé par le Kuhn des années 86 quand il a fait sa machine à chèque pour AT&T. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, je te dirais, l'intelligence des modèles, c'est vraiment la chose, moi, qui m'a le plus marqué, parce que c'est vraiment que tu te rends compte que l'outil que tu as est juste capable d'avoir encore plus de force. Puis O1, quand tu commences à brainstormer avec, il est vraiment capable de te surprendre avec la qualité des idées. C'est juste que les gens savent pas encore comment parler à un agent. Je pense que c'est important, hein, parce que clairement, moi, ce que j'entends souvent, je parle encore souvent des outils, tu sais, que ce soit en conférence avec des gens. Puis souvent, ils disent, c'est pas fiable, ça dérape. Tu sais, on est encore sur ce qui s'est passé il y a peut-être 1 an ou 2 ans dans lequel tu posais des questions à l'IA, puis que vraiment, tu avais des réponses qui étaient extrêmement loufoques. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là aujourd'hui, l'IA, de mon impression, est très fiable. Donc, il est capable d'écrire, évidemment, des courriels, il est capable de faire des tâches. Moi, je l'utilise dans des tâches qui sont encore relativement simples et dans lesquelles il me surprend à chaque fois, ce qui fait que je l'utilise de plus en plus de manière complexe. J'entends encore beaucoup de préjugés sur l'IA en disant, ça va jamais être capable de faire ce qu'un humain fait, ça va jamais être capable d'écrire aussi bien que j'écris. Ma maison d'édition, par exemple, je lui demande de faire mon livre en livre audio. Et ils me disent, ouais, mais Dominique, ça coûte à peu près 40 000 $. Tu sais, faire ton livre en livre audio, studio, voix, etc. Quand je lui dis, ben, vous savez, j'ai réussi à le faire avec l'intelligence artificielle et c'est ma voix que j'ai réussi à mettre par-dessus. Il y a des intonations. Ils ont dit, ouais, mais on n'est pas prêt. On n'a pas envie d'aller là. Donc, tu l'as fait avec Eleven Labs, j'imagine? Effectivement, qui est sincèrement assez surprenant en termes de tu sais, puis je me dis, ça va révolutionner le monde de l'édition, mais eux, ils sont encore dans le droit d'auteur, ça va être quoi l'IA? Si on vient un peu aux entrepreneurs, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as un statement clair qui dit l'IA, aujourd'hui, on peut dire que c'est rendu fiable. Au minimum, on pourrait dire aussi fiable qu'un humain. C'est que le niveau d'intelligence de l'IA en ce moment est au minimum équivalent à l'intelligence moyenne de tes employés. Fait que, tu sais, pourquoi tu t'en servirais pas? Puis, tu sais, ce que je vois, c'est, il y a encore un coût, tu sais, relativement à implanter ça, tu sais, parce que, oui, si tu le fais toi-même et tout, parce que, tu sais, tout le monde est capable de programmer, fait que, tu sais, oui, t'es capable de te faire à 25 000 $, mais la business moyenne n'est pas capable de se faire à 25 000 $. Faut qu'elle intègre les systèmes, qu'elle connecte les systèmes, parce que le but de bâtir un agent, c'est que cet agent-là est capable de prendre des tâches, recevoir la tâche comme un humain recevrait la tâche et livrer le résultat de la même manière qu'un humain livrerait le résultat. Puis ça, à ce moment-là, ben, ça demande de la programmation, puis il y a un coût à ça. Puis souvent, le coût, ça va ressembler
à un petit peu moins le salaire annuel d'un employé, puis ensuite le maintenir, ça va coûter à peu près le tiers du salaire d'un employé. Mais c'est que le marché comprend pas encore ça, parce qu'ils sont habitués de payer un SaaS à 30$ par mois. Fait que là, ils se disent, ben, pourquoi quand je mets ça, pourquoi c'est pas un SaaS? Pourquoi je le possède pas? Ben, l'avenir, c'est des shops qui font des agents, qui rentrent dans un business puis qui les opèrent. Puis ça m'amène au deuxième plus gros point de l'année. Puis ça va être le même problème que les entreprises vont avoir d'adopter le nouveau modèle. C'est les robots humanoïdes. Cette année, on a eu Figure 1, Figure 2, on a Tesla qui a augmenté la qualité de ses robots en débile pendant l'année. Tu as des robots en ce moment, Tesla, chez BMW, qui aident à bâtir des véhicules. Tu as une nouvelle main qui vient d'être lancée cette semaine, la semaine passée, qui a une dextérité hallucinante. Tu as Facebook qui ont pensé à faire des sensors pour la dextérité en utilisant la lumière. Donc, c'est capable vraiment de toucher. Donc, ça dans un peu de précision, je sais que les précisions, c'est pour la fin, là, mais on va juste comme connecter ensemble. C'est que, tu sais, je parlais à un client cette semaine pour qui je fais de la strat. J'en fais beaucoup moins qu'avant, là, mais j'en faisais avec lui. Puis, tu sais, je disais, ben, tu sais, à 30 000 US l'an prochain, plus les frais d'entretien, tu sais, tu vas être capable d'avoir un robot qui va être probablement capable de faire toute ta manutention de 2x4 que tu as besoin dans ton usine, là. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Acrylic, qui est une startup justement qu'on a parlé sur le podcast, qui est quand même assez intéressante. En fait, c'est Chloé Ryan. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans plusieurs concours qui était un mix entre oui, tu m'en avais parlé. Et une ingénieure mécanique, puis qui a lancé un robot qui fait des peintures, en fait, qui peut reproduire les traits d'un Picasso à l'intérieur d'une toile. Et c'est une compagnie qui va super bien, qui a gagné une bourse avec Québec Tech sur laquelle on a parlé sur le podcast. C'est un bon exemple de dire à quel point elle permet à la fois de faire que les artistes n'ont plus besoin de faire 30 fois la même toile, parce que c'est ça qui est payant, généralement, pour un artiste, en la reproduction de la même toile. Donc, de faire par un robot, de toucher de l'argent, une redevance, parce qu'ils apprennent aux robots leur coup de pinceau. Je pense qu'effectivement, la robotisation, puis on en a besoin, parce que soyons sincères, il n'y a plus d'employés. Donc, souvent, les gens sont scandalisés de dire on va remplacer des humains, mais je dis où sont-ils, ces humains qu'on va remplacer, sachant qu'on diminue l'immigration, de moins en moins de personnes qui veulent faire ce type de tâches-là. Tu sais, quand toi puis moi, on va être rendu à CHSLD, là, ils vont être rendus genre à donner un bain aux 6 mois, là, à la vitesse que ça se dégrade, la qualité de service. Donc, tu sais, quand les gens sont contre les robots, je leur dis, qu'est-ce que tu préfères? Te faire laver par un être humain une fois par mois ou te faire laver par un robot à tous les jours quand tu seras plus capable de te laver? Puis la réponse est évidente, tu sais. Puis les gens, ils disent qu'ils sont contre les robots, mais ils sont les premiers à aller à la caisse self-service puis scanner leur affaire puis faire la job de la caissière avec le robot au lieu de faire travailler la caissière. Tu sais. Moi qui est en AI, c'est extrêmement rare que je ne vais pas aller voir la caissière. Tu sais. Parce que c'est comme ma part pour aider la création d'emplois pour les gens qui ont un niveau d'éducation, que c'est un des seuls emplois qu'ils peuvent faire. Tu sais. Ou qui ont envie de faire, là, peu importe. Mais tu sais, donc, c'est ça. J'ai testé aussi les robots massothérapeutes. Je sais pas si tu as eu la chance des ouais? Un des plus gros problèmes dans les spas, ouais. À New York, un des plus gros problèmes aujourd'hui dans les spas, c'est qu'ils n'ont plus de masso. Tu sais, nous, on est un peu dans l'industrie du divertissement, fait qu'on avait souvent rencontré des spas qui nous disaient, OK, on n'est pas capable d'avoir des massos. Donc, c'est vraiment des mains qui te font un massage et sincèrement, feeling peut-être 90% humain. Mais ce qui est aussi sympathique, c'est que tu peux dire plus fort, moins fort. Tu peux jouer avec comment tu aimes ça, la pression, etc. Ce que tu n'oserais pas nécessairement faire avec un humain. Tu sais, pendant que tu te fais masser, dire va plus fort, va moins fort. On est assez quiet, tu sais, généralement, dans tout ça. Mais je pense qu'effectivement, le coût d'un robot va être rentabilisé très, très vite. Le coût du massage était 75% le coût d'un humain. Donc, quand même assez cher. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais quand ils vont être à scale, ils vont être capables de baisser le prix énormément. Puis c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, tu sais, c'est que il y a une possibilité pratiquement d'arriver à l'utopie avec ça, dans le sens que, puis tu sais, Elon Musk l'explique super bien, là, que le PIB d'un pays, c'est la productivité du pays par chacun de ses habitants. T'sais. Fait que tu as ton PIB par capita. Mais si tu es capable d'avoir des robots qui sont pas des citoyens qui créent de la valeur, à ce moment-là, ton PIB par capita, il n'y a plus de limite. Là. Donc, c'est là qu'il y a un changement de paradigme de fou qui s'en vient. Puis c'est normal que les gens veulent mettre les breaks, tu sais, parce que de la même manière que les premiers métiers à tisser mécaniques en Angleterre, tu avais un groupe, comment il s'appelait? C'était pas les luthiers, les luthériens. Non, ça, les luthériens, c'est une religion. Mais en tout cas, il y avait un groupe qui s'appelait Lutte quelque chose en Angleterre qui mettait le feu aux usines qui avaient des métiers à tisser mécaniques parce qu'ils disaient qu'il fallait protéger le métier, tu sais. Tu avais les samouraïs japonais
qui s'opposait à la poudre à canon. Il disait que c'était un gadget de l'Occident puis que ça marcherait jamais. Fait que, puis l'histoire est dernier des samouraïs, on sait comment le film finit. Les canons gagnent. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme les gens peuvent on est devant de l'inconnu, mais en même temps, les nouveaux services vont exploser. Puis ça m'amène à mon autre point. Les petits modèles, on n'en a presque pas entendu parler, mais c'est big. Microsoft a donné le modèle Phi-3, donc PHI-3, un petit modèle. Ils l'ont donné gratuitement à tous les enseignants des États-Unis pour que ces enseignants-là puissent avoir une source d'inspiration et d'exemples perpétuels pour pouvoir les aider dans leur travail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a le pouvoir que tous les enfants aient un tuteur qui est capable de leur expliquer dans leurs mots, avec une patience infinie, des exemples à l'infini, puis ils peuvent expliquer d'un angle ou d'un autre. Donc, juste ça augmente le niveau d'éducation de la masse d'une façon hallucinante. Puis comment tu fais pour être contre ça? Chez les pros, c'est ChatGPT qui aide au devoir. Là. Puis quand mes enfants ont terminé leur exercice, ils prennent une photo du cahier, puis la photo du cahier, ils demandent à OpenAI est-ce que j'ai fait des erreurs? Puis OpenAI fait la correction. T'sais. Puis ils ont même appris à quand OpenAI, parce que dans le multimodal, ça va arriver qu'il dérape. Non, ça fait pas de sens. Ben, juste de dire ça fait pas de sens, qu'est-ce que j'entends là, ben c'est déjà mieux que le lecteur moyen, ce qui se fait feeder dans les médias. Tu sais, d'avoir le jugement critique, de dire non, attends, ce que tu me dis là, ça n'a pas d'allure. Là. Donc, mes enfants développent ça en utilisant l'AI. Puis ça m'emmène, je fais des liens sans le vouloir. Tu sais, bon, en fait, on a un réseau neuronal dans notre tête, fait que c'est fait pour faire des liens. C'est le multimodal. Donc, le multimodal avait commencé en 2023 par l'API, beaucoup. Mais par exemple, toutes les plateformes techniques qui écoutent le podcast, fait que oui, merci. On réussit à faire que les gens comprennent bien que tu tombes pas dans... T'es un peu en avance sur personne, je te dirais, sur certains sujets. Donc, le multimodal, c'est que les modèles, ils vont pas juste lire. Ils vont être capables d'écouter, ils vont être capables de voir des images puis de voir des vidéos. Puis t'as le multimodal bullshit, puis t'as le vrai multimodal. J'explique. Il y a une immense différence. Exemple, la façon qu'on traitait la voix en 2023, c'est que tu prenais la voix, tu la mettais dans un système de transcription. Puis dans le système de transcription, tu l'envoyais à ton modèle parce que ton modèle était juste capable de lire du texte parce qu'on l'avait entraîné à lire du texte sur Internet. Puis là, après ça, tu pouvais prendre la réponse, générer de la voix, puis donner la réponse. Mais tu sais, dans de l'écrit, là, ils s'en perdent de l'information par rapport à l'oral. Puis du vrai multimodal, c'est que le LLM est capable de travailler directement avec la voix, puis de générer directement la voix. Ou pour le vidéo, il y a une immense différence entre lire chacune des images, tu sais, t'es 21 images par frame, ou 33 images, ou 40 images par frame, dépendamment de la résolution, peu importe, et vraiment être capable de regarder une vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré. Ça avait commencé en 2023. Je te dirais que ça a été pour les images, ça a été démocratisé en 2024. Puis pour la vidéo, c'est totalement nouveau de 2024. Puis la voix, avec le real-time API d'OpenAI, ça l'a vraiment emmené la voix à un autre niveau. J'inviterais les gens au niveau de la voix. Tu sais, moi, je m'amuse. Je suis quelqu'un qui a la mauvaise tendance à m'endormir au volant. Fait que je joue généralement contre ChatGPT dans ma voiture à devine à quoi je pense. Ce qui veut dire que j'utilise ChatGPT. J'ai dit, devine à quoi je pense et je pense au mot pizza. Et il va finir effectivement par deviner. Après, je joue contre lui. Puis de plus en plus, mes enfants, un peu comme tu disais, moi aussi, par exemple, les histoires du soir sont généralement faites sur mesure par ChatGPT. Donc, j'ai pris des photos des peluches, j'ai raconté un peu leur personnalité, ils ressemblent à quoi. Donc, ça fait le cover du livre et l'histoire. Et évidemment, j'ai toujours dans l'histoire, assure-toi qu'ils s'endorment à la fin. Donc, l'histoire finit toujours par Charlotte et Béatrice s'endormant de bonne façon. Ça, nous, un autre angle que je le fais avec Caleb, mon plus jeune, c'est qu'on fait de l'impro avec ChatGPT. Fait que là, on invente des trucs, puis là, on lui demande de rephraser puis de faire l'histoire, puis là, c'est comme, là, ça finit toujours avec des requins, du caca puis du vomi, là, mais en tout cas, il est content de ça, puis il a bien du fun avec ça. Les dérangeants sont propulsés par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québécois.
D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X, proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Peut-être une question que j'aimerais, parce que je me suis fait poser quand même assez souvent. Tu sais, parce qu'on peut parler évidemment, là, tu sais, les modèles, etc., qui est un peu le futur, qui est très loin souvent. L'entrepreneur de base, je pense que la première chose qu'il doit faire, c'est utiliser une fois ChatGPT. Tu sais, c'est souvent la première étape. Puis on parle de ChatGPT, ça pourrait être un autre, mais je pense que c'est le plus commun. Penses-tu, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, payer ou pas payer pour la licence de ChatGPT quand tu commences à l'utiliser? Pour faire une grosse distinction, là, le vrai pouvoir de l'IA réside pas dans ton interface chat de ChatGPT ou de Claude ou de Gemini. Le vrai pouvoir de l'intelligence artificielle réside dans l'utilisation de l'API. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire en français? Là? Je sais que toi tu le sais, là, mais c'est que tu veux que tes systèmes soient connectés à l'intelligence d'OpenAI ou de Claude ou de Gemini ou de Llama pour qu'ils puissent faire des tâches. Puis c'est là que la vraie valeur, elle est. T'sais. Donc, tu sais, oui, tu es capable de prendre un transcript d'une discussion ou d'une vidéo YouTube, puis de shipper ça dans OpenAI, puis d'interagir avec. Mais si, exemple, tu connectes directement ton module de prise de notes à Google Doc, puis qu'à la fin du meeting, tes minutes du meeting sont automatiquement placées à la bonne place, que ce soit un meeting, on en avait parlé de ça, que ce soit un meeting de gestion ou un meeting client, ça le prend ça puis ça le met à la bonne place. La vraie valeur, elle est là. Parce que tu vas pas convertir des jobs. Convertir, c'est mon nouveau terme orwellien au lieu de dire supprimer. Là. Donc, tu vas pas convertir des emplois en utilisant ChatGPT pour te faire sauver du temps. Tu vas convertir des emplois, tu vas sauver du temps, mais la vraie manière d'upgrader ta business puis de faire en sorte que tes employés peuvent travailler sur ce qui compte vraiment, c'est que tu vas automatiser leurs tâches en utilisant les API de ces modèles-là. Puis c'est là, je te dirais, en 2025, qu'il faut que les entreprises comprennent, c'est que c'est le temps de te bâtir des agents. Puis là, on peut rentrer dans la définition d'un agent, à quel point il a sa propre agence et tout, mais l'idée, c'est tu es capable de rentrer des factures automatiques, tu es capable de relancer des clients automatiques. C'est moi, de mon côté, dans mes courriels, j'ai fait une conférence la semaine passée, puis absolument, quand je reçois un courriel, automatiquement, la réponse est écrite en brouillon. OK? Donc, il me reste juste à lire la réponse puis dire OK, oui, ou je la modifie, ça fait pas mon affaire. T'sais. Puis là, pour le fun, dans la conférence, je leur ai dit, regardez, au lieu d'envoyer un brouillon, je me suis fait un courriel à côté, puis il vous envoie la réponse automatiquement du brouillon que j'ai. T'sais. Puis là, il y avait 200 personnes. Puis je dis, envoyez-moi toutes vos questions. Puis avant la fin de la conférence, je vais toutes vous avoir répondu. Tu sais, ça, c'est du pouvoir. Tu sais, je suis en train de me faire un vendeur pour Holo MD. Je suis en train de me faire un vendeur qui va faire automatiquement le reach out, puis le warming, puis emmener les psychiatres à une démo avec notre vendeur. Puis ça, c'est comme, tu sais comment que c'est du travail quand tu vends un produit. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut faire, puis c'est là qu'il faut aller. Là. Parce que juste ChatGPT, c'est pas ça qui va révolutionner le monde. Je suis d'accord, ça révolutionne pas le monde, mais pour mon père, pour des entrepreneurs quand même qui sont au début, je te dirais qu'ils voient déjà une révolution. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que si on commence à dire aux gens, faites des agents, on s'entend, on les amène déjà peut-être très, très loin. Ce qui veut dire que pour moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils l'ont pas utilisé. J'espère qu'il y a personne qui écoute le podcast qui l'a pas utilisé, mais je suis encore surpris en conférence du nombre de mains levées de gens qui l'ont pas utilisé. C'est de dire, commencez par le commencement. Prenez la version gratuite, faites juste commencer à parler un peu avec, poser des questions, améliorer un courriel, aller sur YouTube, écouter des vidéos sur comment lui poser des questions, parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les prompts est très, très important. Plus vous êtes capable de lui parler, plus il devient pertinent. Donc, je pense que ça doit faire partie des étapes. Et très, très rapidement, je pense ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut évoluer vite, on peut comprendre vite la valeur, mais je dis toujours aux gens, commençons par ça, parce que déjà, il y a plein de gens, moi, au bureau, je sais que j'ai énormément de difficultés à faire adopter l'IA par mes développeurs, malgré que tout prouve qu'il y a un gain significatif. Ils ont toutes les bonnes raisons du monde pour dire « Ouais, mais c'est pas tout le temps fiable, ça me prend beaucoup de temps. » Mais la réalité, il faut les pousser, puis souvent, il faut commencer par le commencement pour réussir. J'ai une série de vidéos que je vais publier très bientôt de Noël. Puis avec Riplet, en 15 minutes, j'ai fait une application pour suggérer des idées de mimes puis de fais-moi un dessin. Tu sais, puis vraiment, là, avec un minuteur, un compteur, des thèmes, puis ça m'a pris 15 minutes, puis l'app, à les shipper. Là.
Donc, il y a des gains. Puis, ça fait partie, c'est un peu plus bas dans ma liste de priorités de cette année, mais une autre chose qui est arrivée cette année, super important pour les programmeurs, c'est Cursor. Je veux dire, tu prends Cursor, qui est un logiciel pour développer, tu prends Cursor, puis tu mixes ça avec Claude 3.5 Sonnet, puis c'est magique. Puis l'équipe, elle ship à une vitesse hallucinante. Où Cursor va être dans un an, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis tu sais, tous les journalistes ont peur pour leur job, les avocats ont peur pour leur job, puis les programmeurs, on est là, yes! Ça va faire ma job! Tu sais, parce qu'on sait qu'on va être capable d'en faire plus. Parce que, tu le sais comme moi, quand tu as l'idée du logiciel dans la tête, là, puis tu le vois, là après ça, c'est des mois pour arriver à faire ce que tu as dans la tête. Alors que si tu es capable d'accélérer ça, ben tu es juste capable de créer plus, là. Puis notre monde a besoin de logiciels. Fait que si ça diminue le coût des logiciels, on va juste être capable de régler plus de problèmes dans nos sociétés grâce aux logiciels, tu sais. Comment tu fais pour être contre ça? Puis tu sais, à ta question de prix, version gratuite et tout, ben, deux choses importantes cette année par rapport à ça. Pourquoi je parlais de l'API, c'est que l'API est payant. Fait qu'à toutes les fois que tu fais un appel d'API, tu payes quelques sous. La version gratuite d'OpenAI ou de Claude, il faut que tu comprennes que quand tu es dans la version gratuite, tu as les droits d'une personne gratuite. Puis une chose très importante qui est arrivée le 31 janvier 2024, c'est quand les termes de service d'OpenAI ont changé pour qu'ils disent qu'ils vont pas, si tu payes, tu as l'option de dire tu prends pas mon data pour entraîner ton modèle. Puis tu as OpenAI qui s'engage à respecter le privacy de ton data et qui s'engage à effacer tout ton data après un mois, puis ils font juste le garder pour des trucs d'audit, de sécurité ou d'FBI, whatever, si tu acceptes cette option-là, évidemment. T'sais. Puis pareil pour l'API. Fait que tu sais, quand les gens disent « Ah non, mais je veux pas envoyer mon data, je veux pas qu'ils sachent mes secrets, blablabla », c'est-à-dire, c'est écrit noir sur blanc, c'est réglé depuis le 31 janvier. Je sais pas si tu savais, un des trucs un peu loufoques, c'est qu'on me demande de donner une conférence sur l'innovation et l'intelligence artificielle pour Desjardins. Donc, pendant 1 heure, je leur parle de quel point c'est intéressant, à quel point c'est game changer. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais chez Desjardins, on n'a pas le droit de l'utiliser. Tout est bloqué. » Ouais. Donc, évidemment, ils ont eu une fuite de données que tout le monde, si quelqu'un n'est pas au courant, il vivait définitivement dans une grotte. Il y a eu une certaine fuite de données chez Desjardins, mais ils sont devenus d'un paranoïa qui les empêche totalement d'innover et d'utiliser de l'innovation comme l'IA. Ouais. Et pour moi, ça, c'est un risque, encore une fois, de dire on prend du recul. Il ne faut pas oublier, le Québec, le Canada est le dernier pays de l'OCDE en termes de productivité. Je pense qu'on a clairement besoin de gains avec l'intelligence artificielle pour être capable de sortir, parce qu'après ça, c'est les pays sous-développés. C'est comme tu sautes, puis après ça, tu rentres dans la deuxième catégorie de gens qui vont généralement encore faire énormément de troc comme modèle commercial. Mais donc, tu trouves pas que... Tu sais, on est dérangeant, fait que moi, j'ai comme la permission de dire ce que je veux, là, fait que tu me diras si tu te rends là. Mais tu trouves pas que quand tu vas au Walmart ou au Canadian Tire, le niveau de service est rendu équivalent au niveau de service d'un resort à Cuba? Ah, je pense que le resort à Cuba est mieux. Parce qu'au minimum, fait que, tu sais, c'est comme, on s'en va là, on s'en va là, c'est comme, like, tu sais, puis, tu sais, tu sais, il y en a qui care, en passant. Ouais, puis il y en a qui care. C'était comme la rapidité, c'est fini. Ouais, puis tu sais, moi, quand je me fais servir là par, tu sais, someone who cares, c'est quand, hey, je le remercie, là. Puis je m'assure d'y donner de l'amour puis qu'il y ait une belle journée, là. Parce que 9 fois sur 10, c'est quelqu'un qui s'en fout. Fait que, tu sais, moi, entre me faire servir par un AI ou quelqu'un qui s'en fout, moi, j'ai une petite préférence pour l'AI, tu sais. Dans les autres trucs, tu sais, on a parlé des droits, tu sais, de la privacy. Une autre chose qui a été réglée cette année, surtout, je dirais, par Microsoft, ça a été tout l'aspect copyright, violence et ainsi de suite. Donc, dans leur dashboard d'Azure pour l'AI, tu es vraiment capable de paramétrer super bien, de limiter ton modèle pour pas, exemple, qu'il écrive une chanson de Taylor Swift ou qu'il écrive, tu sais, de la merde. Puis, la beauté, c'est que tu es même capable d'ajuster ton setting pour l'input ou l'output. Fait que je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, ce que je fais pour les psychiatres là, aux États-Unis avec Holo, il faut que le patient soit capable de parler de trauma sexuel ou violent. Donc, on va laisser l'input à illimité, mais on va limiter l'output. De la même manière, c'est exemple, le SPVM voudrait avoir un agent pour prendre les plaintes des citoyens.
ben, il laisserait le input illimité, mais il limiterait l'output, pour que ça parle convenablement aux citoyens. T'sais. Et ça, c'est un niveau de raffinement qui était très compliqué à faire en 2023, puis qui est maintenant très facile à faire en 2024. Aussi, un autre truc qui est hallucinant cette année, qu'on a très peu parlé, c'est les modèles chinois. Et le fait qu'ils n'ont pas accès aux meilleurs GPU à cause des restrictions américaines qui ont été faites par rapport à ça, c'est quand même assez freakant qu'ils ont été capables de faire des modèles qui performent de façon assez comparable à O1, qui est le meilleur modèle en ce moment, avec du hardware vraiment moins bon. Pareil pour la génération d'images puis de vidéos. Ils sont pas à armes égales, puis ils livrent à qualité quasi égale. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Puis si on rentre dans comment les processeurs sont faits, puis le nombre de microns et tout, on a vraiment un gros avantage sur comment on est capable de faire nos processeurs. Puis malgré ça, on est côte à côte. Puis oui, une autre affaire, puis je vois qu'il nous reste très peu de temps. Perplexity.ai. Perplexity.ai, c'est hallucinant comment c'est peu connu. Puis, tu vois, en 1 mois cette année, ils ont eu le trafic équivalent à depuis leur fondation. Donc, c'est vraiment en train de picker up. Moi, c'est vraiment mon outil d'AI préféré. Là. En fait, j'ai comme un courtier là, qui te permet d'investir dans des startups qui sont pas encore ouvertes au public. Là. Puis moi, j'ai dit, aussitôt que tu me donnes accès à Perplexity, je veux mettre de mon argent là-dedans. Là. Ça fait quoi? Ça fait des recherches pour toi sur Internet. Donc, tu vas lui poser une question. Le prompt engineering est impeccable. Ça va reformuler ta question pour s'assurer d'avoir le maximum de jus des moteurs de recherche. Ça va lire un paquet de pages, puis ça va te donner un rapport du fruit de sa recherche en 2 temps 3 mouvements. Tu n'as plus besoin de perdre ton temps sur Google. Puis si tu es actionnaire de Google, je répète, tu n'as plus besoin de perdre ton temps sur Google à cliquer sur des pages de merde puis à scroller pour trouver. Perplexity fait le travail. Et moi, c'est un outil pour lequel je suis plus capable de me passer. Là. Donc ça, c'est comme un quasi oublié de 2024, bien qu'ils ont eu une croissance phénoménale cette année. Une présentation de Kera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Puis si on va sur 2025, c'est quoi tes perspectives? Est-ce que tu penses qu'on va continuer d'aller aussi vite? On s'entend 2024, c'était quoi? Des nouvelles à toutes les semaines, les 2 semaines, des annonces par-dessus annonces, presque tous les jours probablement, fait que ça n'arrête jamais. Est-ce que tu penses qu'on va continuer en 2025 d'aller à la même vitesse? Est-ce qu'on arrive à un certain point où on peut dire je serais pas prêt à dire une maturité technologique, mais dans lequel on va peut-être être plus dans l'adoption des outils que dans le développement de nouveaux outils ou le perfectionnement des nouveaux outils? Comment tu vois un peu l'année 2025 pour les gens qui sont à l'écoute? Il y a aucune raison pour que ça ralentisse. En fait, Elon Musk a été capable de bâtir un data center gigantesque dans un temps record. Puis, s'il faut comprendre que le but d'NVIDIA, c'est pas de vendre des HS200 un peu partout à tout le monde pour faire plaisir à tout le monde. Stratégiquement, pour l'État américain, ce qu'il souhaite, c'est que la personne qui est capable de les déployer, de les connecter puis de les faire fonctionner ensemble le plus rapidement possible, c'est lui qui va avoir priorité pour avoir ces machines-là. Puis Elon Musk vient de signer hier ou avant-hier un deal qui va être prioritaire sur la livraison de ces machines-là parce que c'est celui qui est capable de les connecter puis de les déployer le plus rapidement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tu connais la règle des rendements décroissants. Oui. Ou peut-être pour nos auditeurs qui ne comprennent pas, toi puis moi, on décide de creuser un trou, on a chacun une pelle. À 2, ça va super bien parce que pendant que j'envoie la terre, toi, tu rentres. On ajoute un 3e, OK, ça va assez vite. Un 4e, il faut être vraiment timé. À 5, on commence à se nuire. À 10, ça ne marche plus. T'sais. Donc, à toutes les fois que tu ajoutes quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu améliores le rendement. Ce qui se passe en ce moment avec les AI, c'est à toutes les fois que tu ajoutes une machine, tu augmentes le rendement. Puis on n'a pas encore commencé à avoir un ralentissement de ça. Donc, de savoir qu'en ce moment, Elon Musk est en train de bâtir un data center immense puis qui est capable de les intégrer. Tu sais, Microsoft, cette année, a acheté une centrale nucléaire pour s'assurer d'avoir du courant pour pouvoir feeder leur data center. T'sais.
Donc, il va y avoir une accélération, une amélioration des modèles. On va peut-être commencer à voir une limite des rendements. Puis la seconde qu'on verrait cette limite-là, c'est là que s'il y a une bulle, la bulle va péter. Mais en ce moment, il n'y a pas de signal qui nous permette de voir ça. Puis, oui, il y a un data wall, il n'y a plus de data à traiter, blablabla. C'est plus ou moins vrai parce que tu es capable de faire du data synthétique, tu es capable d'aller chercher du data avec d'autres sensors, avec d'autres choses. Parce que quand tes robots humanoïdes vont commencer à se promener, puis à interagir, puis à toucher, puis à filer, ben c'est du data supplémentaire que tu es capable de donner à ton AI. Donc, il faut s'attendre à des modèles plus intelligents. Une autre chose qui a été faite en 2024, c'est l'augmentation de la sécurité pour le déploiement de ces modèles-là. Donc, ça, on peut s'attendre qu'il va y avoir également d'autres décisions qui vont être prises par rapport à ça. Nos gouvernements vont sérieusement avoir besoin de réfléchir à comment on va vivre dans un monde dans lequel l'intelligence artificielle est capable de faire autant. Puis en ce moment, quand tu as un gouvernement fédéral qui n'est même pas capable de gérer le déploiement d'une coupure de la TPS comme du monde, je pense pas que ces gens-là ont la compétence pour régler ni les changements climatiques, ni la guerre en Ukraine, puis sûrement pas l'AGI. Définitivement. Ça finit sur un bon statement. Je pense que, pour les gens qui écoutent, ce qu'on voit, c'est que ça va vite dans l'intelligence artificielle. On a besoin de suivre définitivement qu'est-ce qui se passe. On ne pourra jamais être au niveau de David, qui, si je me rappelle bien, David, tu passes des heures chaque semaine à regarder, à tester, à jouer. C'est pas, s'entend, le commun des entrepreneurs n'a pas le temps. Hein, on a notre day-to-day à faire de ce côté-là. Mais au minimum, de commencer à l'utiliser, de réfléchir sur comment ça pourrait améliorer votre productivité, comment vous pourriez éventuellement avoir des agents fantasmer un peu sur votre entreprise pour être transformé comment par l'intelligence artificielle. Moi, je peux le dire, on l'utilise de plus en plus. C'est pas facile. Sincèrement, l'adoption d'un point de vue des humains est encore difficile parce que le changement, ça fait peur. Et définitivement, on a besoin de leur prouver que non. Comme on le dit, ça va les convertir, ça va permettre d'enlever des tâches qui sont un peu plus répétitives, un peu plus ennuyantes. On verra où tout ça nous amène, mais je continue de penser que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on va parler de plus en plus, dans lequel il va y avoir des débats d'éthique, des débats politiques, des débats financiers définitivement, mais ne pas utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui veut dire continuer de nous tirer par le bas. Et clairement, il y a eu quelques calls politiques sur l'appel. Je pense qu'on est assez bas au Canada en ce moment d'un point de vue économique, d'un point de vue de la dette, d'un point de vue de la productivité, qu'on a besoin de faire plus d'intelligence artificielle. Donc, promettez-moi à tous ceux qui écoutent, si vous n'avez jamais utilisé l'intelligence artificielle, allez essayer Perplexity, qui est facile.ia, OpenAI avec ChatGPT, qui est un outil. Allez juste vous amuser un peu, vous allez être agréablement surpris de ce que vous pouvez faire avec ça. Un gros merci David, je pense qu'on aurait pu continuer l'épisode, mais on a des hard stops, chacun de notre côté, à retourner à notre vie d'entrepreneur, mais discussion super intéressante. Mais j'ai une prévision pour 2025. On va faire d'autres capsules ensemble. Yes, sir! Ça va être bon. Je pense définitivement, si vous avez la chance, allez suivre David sur LinkedIn. Moi, je suis un fanatique de ses vidéos qui sont très punchées, qui font réfléchir, qui challenge énormément. Je pense que c'est une bonne façon de le suivre et d'aller chercher beaucoup plus de contenu. Fait que si vous avez aimé cet épisode-là, évidemment, allez vous abonner à nos plateformes, donc que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcasts, ou de faire un petit like sur YouTube. Les algorithmes ne sont pas encore gérés par l'IA et ils aiment bien ça, ces petits likes-là. Définitivement, ça nous aide à avoir plus de views et plus de gens qui écoutent le contenu qu'on fait. Mais allez suivre aussi David sur LinkedIn parce que vous allez voir d'excellent contenu qui est produit de manière assez régulière que personnellement, je m'amuse à écouter à chaque fois. Un grand merci à tout le monde. Merci David. Et on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Les Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!